la suite et la fin, malheureusement, de nos conférences du jour. C'est allé assez vite, moi j'ai pas vu le temps passer, ce qui généralement est plutôt une bonne nouvelle. On a la chance d'accueillir Laurent Chevalier, physicien, directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, c'est comme ça? C'est possible, je ne sais pas je très bien. Je crois que c'est ça, la dénomination désormais. Je vous fais confiance, c'est marqué là. C'est... Bon, alors en tout petit, vraiment tout petit, bon, on va considérer que je ne me suis pas trompé, j'ai bien développé l'acronyme. Merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. On peut vous applaudir déjà, chaleureusement. Alors, Laurent, avec vous, en fait, c'est écrit dessus comme le port salut. On va parler d'antimatière. Je vais vous laisser nous éveiller à son mystère. La parole. Merci. C'est un petit cartoon dans lequel il y a écrit après la découverte de l'antimatière et de la matière noire, la matière sombre, nous avons juste confirmé l'existence de does not matter, ce qui veut dire ça n'a pas d'importance. Donc je vais essayer de vous montrer que ça a quand même une petite importance. Alors le titre de la présentation, c'était équilibre et déséquilibre. Alors comme je travaille un peu en cosmologie, c'est appliqué à l'univers et plus particulièrement au déséquilibre entre la matière et l'antimatière. En fait, dans l'univers, il n'y a aucun équilibre. Tout dépend du temps qu'on discute. Si vous discutez d'un temps très 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 petit, peut-être qu'on peut s'entendre, mais c'est un cauchemar, l'univers est en déséquilibre permanent. En particulier, on est dans un univers en expansion, je vais en dire un petit mot. Et puis, je vais essayer de vous décrire ce qu'est l'antimatière. Alors, ça c'est le plan. L'idée, c'est de vous dire un petit peu comment on a compris que l'antimatière existait, comment, dans l'histoire de l'univers, ça pose un léger problème. Et puis ensuite, vous serez obligé de suivre un peu de physique sur la matière et les symétries. Ça, vous êtes venus, tant pis pour vous. Et puis, je terminerai par les applications, je dirais, quasi quotidiennes de l'antimatière dans notre vie courante, en plus exactement dans notre vie médicale. Alors, un petit mot d'abord sur où vous pouvez trouver tout ce que je raconte. Tout est écrit dans Wikipédia. C'est très bien, Wikipédia. En ce qui concerne la physique, les pages physiques, moi, j'ai jamais trouvé d'erreur. C'est mon niveau. Alors, il y en a peut-être, mais c'est lisible. Souvent, il faut peut-être alterner Wikipédia français-anglais, mais toutes les informations que je vais vous raconter là sont décrites plus ou moins facilement accessibles dans ce type de page web. Alors, un petit mot pour d'abord essayer de replacer l'antimatière sur ce que ça peut être. Alors, j'ai pris un exemple qui est un petit peu malheureux. J'ai voulu prendre des fraises et des antifraises. Alors, malheureusement, j'ai un code couleur pendant toute la présentation dans lequel la matière est en bleu et l'antimatière est en vert. Évidemment, les fraises, c'est rouge. Alors là, c'est vraiment nul. Bon, ok, je m'excuse par avance, mais enfin bon, oubliez ce code couleur malheureux. Disons que c'est une expérience de pensée, on n'a jamais fait fraise contre antifraise, on fait en général plutôt ça sur des particules élémentaires, mais c'est juste pour vous dire un petit peu ce à quoi ça correspond. Donc la fraise, on va dire, c'est la fraise de tous les jours, elle est rouge, et puis elle a un petit chapeau vert. Donc j'ai dessiné l'autre fraise, antifraise, on va dire, en bleu et jaune. Donc quand vous faites s'approcher, entrer en collision, alors le terme collision est malheureux, mais disons suffisamment près pour que ça interagisse. À ce moment-là, la matière et l'antimatière, la fraise et la fraise, vont donner pendant un très court instant. Alors quand je dis très court instant, vous verrez, j'utilise souvent les puissances de 10. Alors par exemple, un court instant, c'est 1 seconde. Un très court instant, c'est 1 millième de seconde, donc c'est 0,001. 10 moins 3 secondes, puis 1 millionième de seconde, c'est 10 moins 6 secondes. Là, on parle plutôt de 10 moins 24 secondes, donc c'est assez court. Donc vous faites matière-antimatière, fraise-antifraise, vous obtenez de l'énergie for free, enfin presque, et ça se retransforme. Ah, je suis en train de sortir le type qui fait là, il va être fâché. J'ai pas le droit de bouger là, je suis confus. Bon, ok. Donc je vais essayer de reprendre. Donc vous faites matière-antimatière, et là, vous produisez de l'énergie qui va vous redonner de la matière et de l'antimatière. Alors sur mon petit schéma, on fait fraise, antifraise, et puis à la fin, on obtient des pommes, des poires, des antipommes, des antipoires, des choses qui n'ont rien à voir avec les fraises et les antifraises, mais aussi des fraises et des antifraises. Donc je vais vous décrire un petit peu ça dans la réalité. Tout ça, ça vient en particulier de ce que Einstein a écrit en 1905, qui est
la formule la plus connue, même s'il ne l'a pas écrite directement comme ça, c'est E égale mc carré. J'imagine que vous connaissez. Ah, j'en vois qui ont dit non. Oh, vous sortez. Alors, E égale mc carré, juste une petite remarque. C'est E, énergie, m, c'est masse ou matière, et c, c'est la vitesse de la lumière au carré. La vitesse de la lumière au carré, elle est mesurée à cause de nous. C'est très anthropomorphique. C'est-à-dire qu'on mesure ça en mètres par seconde. Alors moi, je fais à peu près 1 mètre, bon, plus ou moins. Par contre, si vous prenez tous votre pouls dans la salle, vous allez trouver 60 coups par minute, vous allez trouver 1 coup par seconde. Alors, je ne vois pas très bien pourquoi une constante de la nature serait mesurée en mètres par seconde. Donc en physique, en général, on élimine ce problème et on met C égale à 1. Donc, vous oubliez C. Donc, qu'est-ce qu'a écrit Einstein? Que l'énergie, c'est de la matière, ou que la matière, c'est de l'énergie. C'est exactement ce qui se passe dans ce petit schéma. Alors, un rapide historique, parce que ça fait apparaître quelques points intéressants. Alors, en 1898, j'ai découvert ça il y a 2 semaines, en faisant le talk, je ne savais pas avant. Un monsieur qui s'appelle Arthur Schuster a écrit dans Nature, qui est un journal scientifique dans lequel on publie des résultats qui sont vérifiés, qui sont sérieux. En fait, il a écrit un petit article qui s'appelait Holiday Dream, et dans lequel il a l'intuition qu'il est possible qu'il existe de l'antimatière et quelque part des antiatomes. Là, moi, je vous ai parlé d'une antifraise. Bon, ça n'existe pas. Par contre, des antiatomes, on commence à savoir faire, et de l'antimatière, on en voit tous les jours. Personnellement, j'en émets en permanence. Ensuite, le point important, c'est 1928, un physicien qui est moins connu du grand public, mais qui est un énorme physicien, un énorme cerveau pour nous, qui s'appelle Paul Dirac, qui était un petit peu autiste, un théoricien, un mathématicien. Et puis, ce monsieur, il est arrivé à une époque où on avait commencé à comprendre la mécanique quantique, et puis Einstein avait fait ce qu'on appelle la relativité restreinte, dont E égale mc carré vient. En fait, les gens avaient commencé à se dire on doit être capable de grouper ces 2 théories, mécanique quantique et relativité restreinte, et ils étaient arrivés à des conclusions qui étaient en total désaccord avec les mesures. Alors, il y a un principe en physique, aussi belle soit la théorie que vous avez en stock, aussi intelligent que vous soyez, si la théorie ne donne pas les résultats de la mesure, ça c'est la mesure, ça c'est la théorie, si à l'arrivée c'est comme ça, c'est que la théorie est fausse, point barre. Donc il a été assez ennuyé de ça, il a commencé à travailler, puis il a transformé les 2 équations qu'on avait en stock, qui avaient réussi à mettre ensemble la mécanique quantique et la relativité restreinte, en 4 équations. Et dans ces 4 équations, il y en avait 2 qui étaient expliquées par ce qu'on savait déjà de la physique des particules ou de la physique atomique, et 2 autres équations qui n'étaient pas très claires. Il y en avait une avec une solution d'énergie négative. On aime moyen ça, les énergies négatives en physique. Donc, il réfléchissait, par contre, il était archi convaincu de ce qu'il avait écrit. Son calcul était parfaitement juste. Et surtout, ces 4 équations étaient en accord avec les mesures. Donc, il avait quand même des indices pour se dire que ce qu'il avait fait n'était pas complètement farfelu. Et puis, en 1930, il a commencé à réfléchir, à se dire, mais en fait, ce n'est pas des solutions d'énergie négative, mais il existe d'autres objets, d'autres particules, qui seraient, par exemple, l'anti-électron. Alors, nous, on est fait d'atomes, je vais en parler, dans lequel il y a des noyaux faits de protons et de neutrons, et d'électrons. C'est les électrons qui définissent la chimie qui nous entoure. Et donc, il dit, une des solutions, c'est peut-être un anti-électron. Et 2 ans plus tard, un physicien américain, Anderson, avec un outillage qui tient sur 1 mètre cube, ou un petit bricolage, finit par observer ce qu'il appelle un positron. Alors, positron, on sent que c'est positif. L'électron, il est négatif, mais il n'ose pas dire que c'est un anti-électron. En fait, plus tard, on verra qu'il avait raison. Le positron et l'anti-électron, c'est la même chose. Donc, on y pense de façon intuitive en 1898. On observe et on ne confirme pas les théories aux alentours des années 30. Alors, en science-fiction, je vais parler un peu de science-fiction par moment. Je ne sais pas si vous avez écouté Roland Lehoucq ce matin. Si jamais ça passe en visio, c'est obligatoire d'écouter Roland Lehoucq. Et là, il vous parle de Star Wars et de la science-fiction en physique, c'est très intéressant. Mais en tout cas, les premiers auteurs littéraires à se saisir de ça, c'est un monsieur qui s'appelle Clarke et un autre Williamson, à peu près dans les mêmes années. Et dans des petits pulps, des petits ouvrages pas chers, ils racontent des histoires de science-fiction. Et là, on voit apparaître la reverse matter ou la contra-terrain matter, qui sont exactement dans le principe ce qu'on sait aujourd'hui de l'antimatière. Alors,
comment on a su, comment on a fini par la détecter? Pourquoi M. Anderson, en 1932, il a été capable de détecter de l'antimatière? Grosso modo, on est arrosé en permanence de ce qu'on appelle des rayons cosmiques. Alors, rayons cosmiques, c'est par exemple, vous imaginez bien que le Soleil, il émet un tas de saletés diverses et variées, je ne veux pas le savoir, mais tous ces objets, ils finissent par tomber sur la Terre, en particulier sur l'atmosphère. Ils interagissent avec l'atmosphère comme ce petit schéma. D'ailleurs, j'ai peut-être les moyens de... Comme ce petit schéma, là, voilà, le décrit, cette vue d'artiste. Donc, vous voyez, en fait, un objet, une particule extérieure, finit par rentrer dans l'atmosphère, produit une interaction, interagit, produit de la lumière, d'autres particules. Et en fait, on a fini par comprendre à peu près, dans ces années-là, bon, ça ne marche pas très bien, ça, c'est pas grave, dans ces années-là, comment on pouvait produire de l'antimatière simplement parce que l'interaction de cette particule venant du cosmos, pas seulement du Soleil, mais de tout le cosmos, finit par produire des électrons, mais aussi des anti-électrons, des particules, des antiparticules, et c'est ça qu'on détecte avec nos détecteurs sur Terre. À la même époque, entre Marie Curie, sa fille Joliot-Curie, les gens se sont intéressés à des produits radioactifs. Donc le plus connu, c'est le radium, Marie Curie. Vous connaissez probablement l'uranium. En fait, il y a un tas de produits radioactifs divers et variés sur la planète. Et il y en a certains qui produisent directement de l'uranium. Alors à l'époque, on avait des termes comme rayonnement alpha, bêta, gamma. Bêta, ça pouvait être bêta négatif ou bêta positif. Bêta négatif, c'est un électron chargé négativement. Et bêta positif, c'est un anti-électron. Et donc, les quelques atomes que j'ai mis ici, le fluor 18, le carbone 11. Le carbone 11, c'est un peu comme le carbone 14 utilisé pour dater, sauf que le carbone 11, il produit un anti-électron. Et puis, l'oxygène 15, c'est les produits qui sont utilisés aujourd'hui couramment en médecine pour faire des images. Je vous en dirai un mot. Et puis, moi, qui produis donc 180 positrons par seconde, pas spécifiquement parce que je viens du CEA, mais parce que tout le monde ici tout le monde a absorbé du potassium 40 qui finit par me donner des anti-électrons. Alors, quand on a été à peu près convaincu que l'antimatière existait, on a commencé à construire des accélérateurs, et puis on a commencé à produire de l'antimatière sur Terre de façon contrôlée afin de l'étudier et voir si ça correspond à ce que la théorie pouvait supposer. Alors, je fais juste une petite remarque. Le CERN a commencé à exister en 1954. Il produit de l'antimatière en permanence dans tous ses accélérateurs. Il y a toute une série d'accélérateurs. Et on a dû en produire quelque chose comme 1 nanogramme, c'est-à-dire 10-9 grammes. 0, vous me collez 8 zéros et un 1. Donc ça fait pas grand-chose d'antimatière, mais on le produit, on l'étudie et on le comprend. Vous avez une image au centre de cette planche qui vous montre une photo réelle de l'interaction d'un faisceau avec quelque chose, et puis à droite, la même chose, mais avec des couleurs. Alors vous voyez, vous avez deux spirales qui rentrent les unes dans les autres. D'un côté, le positron, l'anti-électron, l'antimatière, et de l'autre côté, l'électron. Et puis vous voyez qu'il y a un endroit où il semble rien avoir, et tout d'un coup, pof, apparaît matière-antimatière. Alors, pourquoi on les sépare comme ça? Parce qu'on les plonge dans un champ magnétique, et que dans un champ magnétique, les charges d'une certaine valeur sont courbées dans un sens, et les charges opposées sont courbées dans l'autre, ce qui permet aisément de séparer les charges et donc la matière de l'antimatière. En 1995, le CERN a commencé par produire des antiatomes. On mesure aussi aujourd'hui si les antiatomes d'hydrogène tombent dans un champ de gravitation. J'en dirai un mot à la fin si on a le temps. Mais donc c'est quelque chose qui est presque quotidien et assez facile à faire. Alors ça, c'est pourquoi l'antimatière intéresse les gens. Bon, intéresse les gens pour des raisons de science-fiction. Il n'y a pas de doute, je vous en dirai un mot après. Mais ça peut intéresser un tas de gens, par exemple nous, pour faire de l'énergie de façon assez intéressante. Alors j'ai voulu vous donner des exemples. Alors par exemple, moi, je fais 100 watts. D'accord ? Un grille-pain ou une perceuse, c'est 1000 watts. Indurain, c'est plutôt 800 watts. Enfin, bon, je ne fais pas de vélo, c'est peut-être pour ça que... Peu importe. Bon, disons que tout ça est très ridicule, 100 watts ou 1000 watts. Par contre, une centrale nucléaire fait à peu près 1 gigawatt, donc 1 milliard de watts, 10 puissance 9 watts. Et donc, je me suis dit que c'était une bonne échelle pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on sait faire et ce qu'on pouvait faire avec de l'antimatière. Donc, je vous ai fait une liste qui n'est pas exhaustive.
Je suis parti de l'eau parce que ça, tout le monde sait à peu près comment on fait de l'énergie avec de l'eau. On a un barrage. Alors par exemple, je peux faire tomber 1000 mètres cubes d'eau sur 100 mètres. Ça fait 1 gigawatt. Alors, il y a quelques barrages en France. On a un barrage qui fait 1,8 gigawatts, 2 fois ça. Alors, ils ne font pas tomber 1000 mètres cubes sur 100 mètres, ils font plutôt plein de fois 250 mètres, 200 mètres cubes. Mais à l'arrivée, ce barrage produit de l'ordre d'1 gigawatt, d'1 milliard de watts par seconde, d'1 milliard de joules par seconde. Alors après, ici, j'imagine qu'il y a des éoliennes. On les met en mer. Alors, ça pose quand même des petits problèmes, les éoliennes, parce que ce n'est pas hyper efficace. Ça prend une grande surface. Et quand il n'y a pas de vent, ça marche moyen. Et donc, en l'occurrence, si je veux produire 1 gigawatt avec le dernier modèle d'éolienne qui fait à peu près 8 mégawatts, il m'en faut quand même 600, parce que j'ai seulement 20% d'efficacité. Et donc, ça commence à faire, par exemple, en surface, à côté d'un barrage hydraulique, ça fait à peu près 40 fois la surface d'un barrage hydraulique. Alors, le solaire, c'est pas mal aussi. Alors, on reçoit du soleil à peu près 1,3, 1,4 kW par mètre carré. Ça, c'est ce que nous envoie le soleil. Alors, sauf que il y a l'atmosphère. Enfin, on est content de l'atmosphère parce que ça nous protège un peu quand même. Mais disons que l'atmosphère, ça m'en mange un peu. Et puis, moi, je suis breton, je vis en Bretagne. En France, à 45 degrés de latitude nord, je reçois un peu moins. Donc, c'est plutôt 360 watts par mètre carré en France. Mais grosso modo, vous pouvez faire des panneaux solaires et avec 20 km² à la louche, vous faites 1 gigawatt. Alors, les gens font ça par exemple en Inde. Il existe deux centrales solaires qui font 54 km² et qui produisent à peu près 2 gigawatts. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on n'installe pas des panneaux solaires dans le Sahara, par exemple. Des kilomètres carrés de panneaux solaires. Alors ça pose un problème parce que en fait, le soleil arrive sur le panneau solaire et ça chauffe localement. Il faut bien récupérer l'information. Et là, malheureusement, ça modifierait l'atmosphère et donc le climat du Sahara. Déjà que ça part en sucette, le climat, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Alors, la solution qui semble la mieux, c'est quand même l'essence. Alors l'essence, je dis l'essence, c'est le pétrole, tous ses dérivés. C'est extrêmement pratique parce que avec 100 litres d'essence, c'est pas une grosse quantité d'essence. Avec un moteur de voiture, presque, vous êtes capable de faire 1 gigawatt. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des centrales, disons, au charbon, au pétrole. C'est extrêmement efficace. En fait, les 10 milliards d'années qui nous ont précédés, on a concentré l'énergie dans le pétrole, et c'est pour ça que les gens utilisent le pétrole. C'est parce que c'est très concentré et ça permet de récupérer des grosses quantités d'énergie. Alors, c'est très bien l'essence. Le problème de l'essence, c'est qu'on le brûle et qu'on produit du CO2. Et que le CO2, ça va pas très bien dans le fonctionnement de l'atmosphère terrestre. J'en dirai un mot juste après. Après, on peut utiliser de l'uranium. Ça, c'est très facile de casser un atome d'uranium. Vous récupérez de l'énergie. Ça ne prend pas tellement de place. C'est compliqué parce qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. On produit des déchets. On pourrait les brûler, ces déchets, mais les choix politiques malheureux des années précédentes n'ont pas permis de le faire. Peu importe. Et puis aujourd'hui, il y a la fusion qui est possible aussi. Alors la fusion, c'est vous prenez deux atomes très légers et puis vous les approchez suffisamment proches et là, vous gagnez de l'énergie. Le problème, c'est que cette opération, c'est compliqué. Il faut amener beaucoup d'énergie. Donc pour faire une centrale à fusion, il faut des centrales nucléaires pour produire l'énergie suffisante pour récupérer. Ça va finir par arriver. Vous voyez que j'ai mis futur lointain. C'est pas demain la veille. Mais disons que l'antimatière est certainement la solution la meilleure, puisqu'avec 10 moins 6 grammes, donc 1 millionième de gramme, 0,0, mettez 5,01, avec 1 millionième de gramme d'antimatière, je fais 1 gigawatt. Donc ça, ce serait sympa, sauf qu'on ne sait pas faire. Mais on ne sait pas faire 1 gramme du tout. Alors, juste, je fais une toute petite parenthèse. Excusez-moi, j'ai tout cassé, j'espère que vous m'entendez. Je fais une petite parenthèse sur le climat parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais aux États-Unis, ils ont élu un Mickey. Non, je confonds les deux. Un Donald. Non, c'est Donald. En fait, j'ai toujours confondu les deux. Bon, un Mickey, on va dire, qui nous a expliqué il y a 3 jours à l'ONU qu'il n'y avait pas d'effet de serre, il n'y a pas d'effet de problème de climat, que tout ça, c'était une escroquerie en barre. Alors, je vais donner des arguments que je considère comme justes, mais c'est juste une petite remarque sur l'éducation et le fait qu'il faut faire un tout petit peu de physique
pour comprendre ce que je vais raconter. Et donc ça, il faut convaincre vos enfants, petits-enfants, frères, sœurs, de faire un peu de physique, parce qu'à un moment donné, il va falloir voter. Voter pour Mickey, ou voter pour des gens qui disent il y a un problème et il faut commencer à changer sa façon d'être. Donc, ce petit transparent vous montre que la température, alors en rouge et jaune, là, vous voyez l'évolution de la température entre 1880 et 2020, on a pris quasiment 1,5 degré. Et puis, j'ai mis deux autres figures. Alors, en abscisse, c'est-à-dire dans l'horizontale, vous voyez le celui du haut, ça va de 1880 à 2020. Et puis, en vertical, l'axe des ordonnées, on voit la température. Et donc, on voit qu'entre 1880 et 1960, les courbes rouges et vertes se superposent plus ou moins. Les rouges, c'est les mesures. Les verts, c'est les calculs. Donc, je dis simplement que manifestement, mes calculs, entre 1880 et 1960, sont en accord avec les mesures. Et puis, si je continue à regarder ce qui se passe, les mesures entre 1960 et aujourd'hui, et le calcul dans lequel on suppose qu'il n'y a pas d'impact humain, d'impact de l'essence brûlée qui produit du CO2, qui augmente la température de la Terre, on voit qu'il y a une augmentation absolument indéniable des températures de la Terre. Ça dépend des endroits. 1,5 degré, c'est des endroits sympas. En fait, il y a des endroits où c'est plutôt 4 degrés. L'Arctique se réchauffe très vite. Donc ça, c'est facile à comprendre si vous êtes fait un petit peu d'études, vous êtes capable d'analyser des plots et tout, et donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu de physique. Alors, pourquoi ce degré est important? Parce qu'en général, on présente le plot d'en dessous, alors c'est toujours un temps, alors là c'est moins 20 000 ans, je pars de moins 20 000 ans à aujourd'hui, alors ça on fait ça avec des carottes glaciaires, hein. Donc il y a moins 20 000 ans, il neige sur l'Antarctique, il y a un tas de trucs qui sont récupérés, on piège dans la neige, des atomes divers et variés dans l'atmosphère, du carbone 14, peu importe. Et puis ensuite, évidemment, au cours du temps, la neige se tasse et puis ça finit par faire de la glace. On fait une carotte de glace d'1 kilomètre, on la découpe en rondelles et on regarde le contenu de ces tranches de glace. On peut à ce moment-là estimer la température de l'époque. Donc vous voyez que la température était à moins 3 degrés il y a 20 000 ans, et qu'en l'espace de 10 000 ans, elle a pris 3 degrés. Donc il y a évidemment des variations de température terrestre qui sont bien supérieures à celles qu'on voit aujourd'hui. Mais sur un temps infiniment plus long, 10 000 ans. Et donc la biodiversité, elle a eu le temps de s'adapter à cette variation de température. Là, on est en train de changer de température en quelques dizaines, vingtaines, cinquantaines d'années. Donc la biodiversité va avoir un léger problème d'adaptation. Et quand je dis la biodiversité, je pense par exemple à moi. Je fais partie de la biodiversité. Ce figure-là montre également autre chose, entre moins 8000 ans et aujourd'hui, la température terrestre n'a pas changé de 0,5 degrés, plus ou moins 0,5 degrés. Et ça, c'est simplement le fait qu'en 8000 ans, l'humanité a été capable de faire de la culture, de faire du blé et de nourrir les gens. Si on commence à bousculer ça, on va finir par ne plus manger. C'est pas très grave, je vais perdre un peu de poids, mais il y en a pour qui ça risque d'être beaucoup plus grave. Bon, excusez-moi de la parenthèse au sujet des Mickey et des Donald qui disent n'importe quoi sur la science à l'ONU. Et revenons à l'antimatière. Donc, la science-fiction s'est emparée de ces sujets d'antimatière, et principalement pour faire des films. Alors, quand j'ai pris des films, mais il y a un tas d'ouvrages, de livres, de bandes dessinées. Un, c'est Star Trek. Alors, évidemment, il faut avoir 60 ans pour savoir ce qu'est Star Trek. OK. Propulsion, alors quand on regarde un petit peu, le vaisseau que vous voyez, là, c'est un gros vaisseau, hein, il fait peut-être 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, peut-être 500 mètres, je ne sais pas. Et donc il a deux propulseurs qui fonctionnent à l'antimatière, et ça permet à ce navire, ce vaisseau de partir à la recherche d'extraterrestres à droite et à gauche. Donc ça, l'antimatière, c'est vrai, on en dira un mot si on a 5 minutes à la fin en disant est-ce que c'est possible? Alors je peux vous donner oui, c'est possible. Demain matin, sûrement pas. Angers-Démon, là, c'est plutôt la destruction. Alors, si vous êtes le méchant dans le film, vous allez voler de l'antimatière là où on la produit, c'est-à-dire au CERN. Alors, il se trouve que si vous avez 5 minutes, vous pouvez regarder la bande-annonce de ce film, et à peu près au milieu de la bande-annonce de ce film, vous verrez cette image. Cette image, en fait, c'est le détecteur Atlas sur lequel je travaille depuis des années. Donc ça a été filmé là-bas, et puis ils ont créé la petite pièce que vous voyez avec des petits personnages en plein milieu à droite. Et cette petite pièce n'existe pas, bien sûr, mais dans le film, on y stocke de l'antimatière de l'ordre de
un demi-gramme, et avec un demi-gramme d'antimatière, vous faites Hiroshima. Vous faites une bombe qui est sérieuse, quoi. Donc évidemment, j'imagine que les militaires ont toujours été très intéressés par ça. Et peut-être que même à une époque, ils ont donné de l'argent à la physique parce qu'ils pensaient qu'on serait foutu de faire un demi-gramme d'antimatière, ce qu'on n'est pas capable de faire. Alors juste un mot sur le détecteur sur lequel je travaille. Vous voyez, ça a été filmé là. Donc le CERN produirait de l'antimatière pour les terroristes, c'est sympa. Bon sujet de film, je suis content. Déjà que Trump ne nous aime pas tellement la science, mais si en plus le Hollywood nous enfonce, c'est pas gagné. Vous avez les images du détecteur sur lequel j'ai travaillé. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais celle d'en haut, c'est l'espèce d'étoile. Et vous voyez un petit personnage. J'ai pas le droit de bouger. Bon, ok. Vous voyez un petit personnage au milieu, là. Il est tout petit, c'est normal parce que l'expérience fait 45 mètres de long par 25 mètres de diamètre et 7000 tonnes. 7000 tonnes à la louche, je parle qu'à la louche, moi. C'est la Tour Eiffel. Donc, c'est assez massif. Mais ça, cette expérience, elle est grande, mais elle est plutôt légère, parce qu'on a une deuxième sur l'anneau du CERN, qui est à 100 mètres sous terre, dans lequel on fait faire proton-proton, puis on fait des interactions. Et l'autre expérience fait 14 000 tonnes. Mais elle est plus petite. Mais bon, peu importe. Donc ça, c'est un peu la réalité. Vous voyez, vous reconnaissez les détecteurs qui sont dans la bande-annonce, et puis ceux sur lesquels je travaille. Bon. Alors maintenant, je vais vous raconter une brève histoire de l'univers. Alors l'univers, il a 13,8 milliards d'années, donc résumer ça en 3 transparents, évidemment, c'est très très bref, c'est probablement même pas très juste. Mais grosso modo, je vais essayer de vous convaincre que ce qu'on observe correspond à ce qu'on calcule, c'est-à-dire qu'on a un accord entre théorie et mesure. Alors d'abord, cette image du Big Bang, on ne la voit pas souvent parce que en général, les gens pensent Big Bang, explosion, donc on fait un point, et puis... Alors ça, c'est archi faux, je suis confus. Je vais vous dire, il y a plein de choses qui sont archi faux, je suis désolé. Enfin bon. Alors, cette vision du Big Bang, elle est plus réaliste, c'est-à-dire qu'elle correspond aux équations d'Einstein, au sens où, en fait, le Big Bang a lieu dans une sphère céleste, tout autour de nous. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit un signal de toutes les directions de l'espace qu'on mesure et qui nous permet de confirmer les équations de relativité générale d'Einstein par des mesures. C'est Georges Lemaître, j'en parlerai dans un instant, qui a fini par comprendre ça. Là, j'ai mis le Soleil au centre de l'univers. En fait, a priori, nous sommes tous au centre de l'univers. Nous sommes tous uniques, je le savais, mais maintenant, vous le savez aussi. Alors évidemment, il n'y a pas une grosse différence entre vous et moi au niveau de ce qu'on reçoit comme information du centre de l'univers, mais si vous aviez un ami extraterrestre qui était à quelques années-lumière, il ne verrait pas exactement ce qu'on voit, mais on est tous au centre de l'univers. Alors je comprends bien que la topologie de ce que je vous raconte n'est pas d'une limpidité cristalline, mais il faut faire confiance aux équations si elles sont en accord avec les mesures, ce qui est le cas. Alors maintenant, comment on est arrivé à ce genre de choses ? Ah, c'est plutôt comment je suis arrivé à faire de la physique. Donc à gauche, vous avez Objectif Lune de Tintin, que j'ai dû lire quand j'avais 5 ans, il y a 50 ans, 55 ans. Et à droite, vous avez le monsieur qui a vu que l'univers était en expansion, que les mesures correspondaient à ce qu'on attendait, qui s'appelle Hubble. Alors j'ai mis 1928, c'est le moment où il a compris que l'univers était en expansion, mesurer que l'univers était en expansion, mais en fait la photo date de plus tard. Mais ce qui est intéressant dans cette photo, c'est que vous voyez que le petit personnage qui regarde dans le télescope, il tient à la main une espèce de machin avec un crochet que tient exactement Hubble, et en fait c'est le truc qui est fait pour régler le télescope. Donc Hergé était quand même quelqu'un d'assez précis dans sa représentation de la réalité. Alors, je vais essayer de vous convaincre en quelques images que ce qu'on comprend de l'univers et ce qu'on mesure est à peu près en accord. Alors, pour comprendre l'univers, on est parti de la relativité générale d'Einstein. Donc, Einstein, il a fait en 1905 la relativité restreinte. Bon, en français, c'est malheureux parce que ça ressemble, mais ce n'est pas exactement la même chose. Toujours est-il que la relativité restreinte a permis d'écrire, par exemple, E égale mc carré. Vous savez comment il a trouvé cette formule, E égale mc carré, Einstein ? Il était au tableau et puis il a dû écrire E égale ma carré. Puis, oh non. E égale mb carré. Oh non. Puis E égale mc carré. Oui. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est filmé ? Merde. Bon, ok. C'est pas vrai. Non, il a fait des choses sérieuses. Bon, toujours est-il qu'en 1905, il fait ça, et puis en 1915,
il publie la relativité générale, qui a décrit l'espace-temps. Et la conclusion principale, alors je n'ai pas écrit l'équation, parce que cette équation, en fait, c'est 16 équations, 10 équations indépendantes, c'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à manipuler. On ne sait pas déterminer la solution la plus générale de ces équations, mais on arrive à déterminer des solutions un peu spécifiques, ce qu'a fait Georges Lemaître, je vais en parler dans un instant. Mais toujours est-il que le contenu de l'information de ces équations de relativité générale, c'est que la courbure de l'espace-temps à un endroit donné est proportionnelle à la quantité d'énergie locale. Alors, vous savez, E égale M, donc cette énergie, ça peut être soit de l'énergie, soit de la matière, soit peu importe. Mais en tout cas, on peut sommer toute l'énergie contenue, et on sait que localement, ça courbe l'espace-temps. Ça a été vérifié, par exemple, en 1919, par des gens qui ont été voir, au moment d'une éclipse, une étoile dont on savait exactement la position qu'on avait mesurée de nuit. Et donc, ils ont attendu l'éclipse pour pouvoir la mesurer de jour, mais sans être gênés par la lumière du soleil qui était cachée par la Lune. Et ils ont vu, au moment de cette mesure, qu'au lieu de trouver la bonne direction mesurée la nuit, ils ont mesuré une direction différente. Donc, la lumière venant de l'étoile n'a pas bougé, bien sûr, mais la lumière venant de l'étoile a été détournée par la masse du Soleil. Aujourd'hui, on fait des mesures extrêmement précises sur la déformation de l'espace-temps. Par exemple, dans un cas d'un trou noir, on voit que ça a des effets absolument démentiels sur l'espace-temps. Donc, première chose, on a des équations qui sont vérifiées dans certains domaines. Et puis là, Georges Lemaître, qui était abbé, a fait une publication en français en 1927, parce qu'il était belge, et que ça n'a pas eu beaucoup de bruit. Aujourd'hui, on a réanalysé tout ça, donc on comprend que c'est le premier à avoir compris les équations d'Einstein dans un cas simple. Il a résolu dans un cas simple, et il a compris que si on croyait aux équations d'Einstein, si on pensait qu'elles étaient justes, à ce moment-là, l'univers devait être en expansion. Et donc, il a fait le schéma inverse, il s'est dit, si je change t en moins t, c'est-à-dire que si je repars dans le passé, l'univers aujourd'hui, il a une certaine taille, un certain volume, et bien si on remonte dans le temps, il devait être plus petit. Et va avec ça le fait que s'il est plus petit et que la quantité d'étoiles et de rayonnement et d'énergie n'a pas changé, il était forcément plus chaud, plus dense. Donc l'univers, compris tel qu'on l'analyse avec les équations d'Einstein, c'est un univers au démarrage du Big Bang avec cette singularité où il est petit, dense et chaud, et puis l'univers est en expansion, il se refroidit. Il se refroidit, et il y a un moment donné, il va émettre des signaux qu'on pourra mesurer. Hubble a donc vérifié l'hypothèse de Georges Lemaître en regardant à travers son télescope des étoiles dont il connaissait la distance, alors des étoiles, des galaxies, un tas de repères astrophysiques, et il s'est aperçu que plus ces repères étaient lointains, plus leur vitesse était grande. Donc il a compris que la vitesse était proportionnelle à la distance. Et ça, c'est en accord parfait avec les calculs d'Albert Einstein. Un deuxième personnage assez important qui s'appelle Gamow, lui, on était capable sur Terre de commencer à faire des calculs. En particulier, on s'était aperçu sur les atomes qu'on était capable de comprendre comment, en ajoutant 2 protons, on finit par faire un deutérium, ou on finit par faire du tritium, tous les éléments légers que j'ai listés là-dedans, ça part de l'hydrogène, ça finit à l'hélium, en passant par le deutérium et le tritium. Donc on fait des petits calculs, et puis on s'est dit, à partir de ces calculs, si jamais le Big Bang a eu lieu, on doit être capable de mesurer l'abondance de ces éléments légers en regardant avec des détecteurs le cosmos, ce qui a été fait, et les mesures sont en parfait accord avec les calculs. Et là commence un léger problème, c'est que tout ce que je viens de vous décrire, c'est de la matière. Donc on comprend qu'on ne voit que de la matière. C'est en accord entre le calcul et les mesures, mais il n'y a pas d'antimatière dans l'univers, si j'en crois à la fois les équations d'Einstein et les mesures. Et puis le troisième pilier du Big Bang, c'est le fond diffus cosmologique. Et donc il y a 2 physiciens qui faisaient des mesures, ils essayaient de s'affranchir du bruit de fond, ils n'y arrivaient pas, donc ils ont fini par aller voir à la fac à côté, qui leur a dit, mais là, vous venez de détecter le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire le résidu du Big Bang, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'histoire du Big Bang, alors je reprends cette petite photo et je vous montre le transparent suivant. Ah oui, j'ai fait une part de pizza, c'est pour les plus jeunes, comme ça ils comprennent de quoi je parle. Donc c'est pas une pizza, c'est une part de l'univers. Donc en haut, il y a une singularité qu'on appelle le Big Bang. L'univers est très dense, très chaud. Alors vous voyez, j'ai mis un petit peu quelques dates ici, 10-35 secondes, 100 secondes, 1 mois, 10 000 ans.
380 000 ans. Donc jusqu'à 380 000 ans, l'univers est totalement opaque. On ne sait pas grand-chose. On peut déduire, calculer, mesurer sur accélérateur, mais on ne voit que jusqu'à cette limite de 380 000 ans. Et l'image sur la gauche est l'image de ce qu'on voit. Cette image, elle me dit... Alors vous voyez, il y a des points rouges, des points bleus. Grosso modo, les points rouges et les points bleus, c'est une différence de température ou une différence de densité, c'est la même chose. La différence de température, delta T sur T, c'est de l'ordre de 10-5, 0, mettez 4 0 et un 1. Donc l'univers, à 380 000 ans après le Big Bang, il devient transparent, il émet des photons. Alors, ce n'est pas de la lumière visible, mais c'est de la lumière qu'on est capable de détecter, c'est des ondes électromagnétiques qu'on est capable de détecter, et il me dit que l'univers est extrêmement homogène à cette époque-là, et on déduit un tas de choses de cette image. Alors, petite remarque, j'ai mis en bas à droite, pour les plus vieux, un téléviseur Radiola, parce que j'avais un téléviseur Radiola quand j'étais petit. Et donc ce téléviseur Radiola, il était analogique, c'est-à-dire qu'il y avait une antenne, ça récupérait un signal, ça passait à travers un tas de saletés, et puis ça finissait sur un tube cathodique qui me donnait de la neige blanche. Et en fait, ça contient les résidus du Big Bang. Alors évidemment, il faut le chercher, il y a un petit travail entre la poire et le fromage, c'est un peu compliqué, mais disons que l'image de gauche, c'est les satellites modernes, et la télévision Radiola, c'est ce que tout le monde pouvait voir quand ces choses-là existaient. Évidemment, ça n'existe plus les trucs analogiques, parce que même la radio, maintenant, c'est numérique, donc on perd ces informations, c'est une tristesse. Ok, je continue avec ma part de pizza. Je me préoccupe un peu plus précisément de ce qui s'est passé entre 10 moins 35 secondes. Alors, pourquoi 10 moins 35 secondes? C'est parce que c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. On vit dans un monde où les physiciens ont été, brutalisés par des mathématiciens, il faut bien le dire. Et donc, les mathématiciens ont dit, c'est simple, on vit dans un monde qui est continu et 2 fois dérivable. Alors, continu, ça veut dire que toutes les courbes sont sympas, comme ça. Il n'y a pas de courbe qui fait toc, toc, ça c'est dérivable. Et puis, il n'y a pas de courbe en pointillé, c'est discontinu. Donc, tout ce que je vous raconte, c'est pseudo-vrai, jusqu'à un moment donné où ça ne l'est plus du tout. Et donc, ce du tout, c'est la singularité du Big Bang, donc je ne peux rien vous dire. Ce n'est pas la peine de me poser la question à la fin, qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang? Par exemple, vous pourriez me demander, est-ce qu'on ne pourrait pas boire un coup ensemble avant l'apéro? C'est qu'est-ce qu'il y a avant l'apéro? Ça, je peux dire, mais avant le Big Bang, c'est râpé. Donc, le temps s'écoule, et on sait à peu près quand est-ce qu'on a produit de la matière et de l'antimatière. C'est aux alentours de 10 moins 6 secondes après le Big Bang, 1 millionième de seconde après cette singularité, on a produit de la matière et de l'antimatière. Bon, ok. Et donc, il n'y a plus rien? Ah ben non, on est là. Donc, il reste de la matière. Donc, les gens se sont dit, c'est simple, il doit rester de l'antimatière aussi, puisque tout à l'heure, je vous ai fait fraises, antifraises, je vous ai fait de l'énergie, je vous ai produit des bananes, des antibananes, des fraises et antifraises, peu importe, mais à concurrence de la même énergie, je devais obtenir la même chose, matière, antimatière. Et là, pas du tout, on n'observe pas d'antimatière dans l'univers. Alors, on peut se tromper. On ne regarde pas bien, on est nul, mais on finit par avoir des heures de vol, je dirais, pour les astrophysiciens. Et donc, vous imaginez bien que s'il y avait quelque part une galaxie d'antimatière, elle serait pas loin d'une galaxie de matière. Et donc, la même chose que fraise, antifraise, à ce moment-là, si ces objets se rapprochent, on devrait voir un rayonnement absolument apocalyptique. On ne voit absolument pas de rayonnement correspondant à ça. Nous n'avons pas de preuves mesurables de l'existence d'antimatière aujourd'hui. Alors, ça pose un léger problème, mais je vais peut-être vous donner une partie de la solution. Excusez-moi, je suis perdu, 17h40. Bon. Parce qu'il faut que je finisse quand même. Alors, ça c'est plutôt mon job. Alors, je vais vous parler de la matière et des forces. Les forces, pas beaucoup, mais un petit peu. Principalement la matière, ce dont nous sommes constitués, et donc, par conséquent, qu'est-ce que l'antimatière? Alors, un petit mot sur la mouche. Alors, pourquoi j'ai pris la mouche? Parce que c'est pas très grand, c'est visible à l'œil, mais j'aurais pu prendre n'importe quoi sur la partie droite, c'est vous, moi, les étoiles, n'importe quoi, le balai, la table. Et puis le film La Mouche, ça me plaît bien parce que si vous avez l'occasion, alors pour les plus vieux, parce que c'est un film d'horreur, mais c'est de David Cronenberg, et là on parle de téléportation. Alors la téléportation quantique, ça existe, sur les êtres humains, c'est pas gagné encore. Donc reprenons ma mouche. Alors ma mouche, elle est faite d'un tas de trucs, mais en particulier, elle est faite d'un tas de molécules diverses et variées.
Là, j'ai pas pris toutes les molécules de la mouche, j'en ai pris une au hasard. Et donc j'ai pris celle probablement que tout le monde connaît, c'est la molécule d'eau, qui est formée de 2 atomes, un atome d'oxygène, enfin 3 atomes, un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Quand vous avez ça en stock, vous avez de l'eau, vous êtes content. Et donc, cette façon de voir la nature à travers les atomes est arrivée assez tard, peut-être dans les années début 1900, 1910. Et les gens ont commencé à se poser des questions en se disant, bon, ok, ils ont commencé à comprendre qu'on pouvait mélanger les atomes, faire des produits chimiques, l'eau, H2O, que c'était fait d'atomes différents, donc ils se sont dit, bon, bah, on va regarder ces atomes séparément. Et puis ensuite, quand ils sont tombés sur un atome, par exemple l'atome d'oxygène, ils ont compris qu'il y avait 8 électrons autour d'un noyau et qu'ils ont essayé de commencer à creuser. Alors vous savez, c'est le principe des poupées russes, merci. Alors en l'occurrence, elles ne sont pas russes, celles-là. Mais parce que j'aime bien Star Wars. Donc je vous invite à voir en vidéo la vidéo de présentation de ce matin de Roland Lehoucq, où là vous allez apprendre plein de choses sur les symétries et sur Star Wars. Bon, conclusion de cette affaire-là, en 1871, donc en 1871, on ne sait pas, on n'a pas une idée claire de ce que sont les atomes, hein, c'est pas limpide, mais on a des éléments chimiques, et un monsieur, Mendeleïev, il commence à faire un truc fondamental en physique, il commence à classer les trucs, il les classe. Bon, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce tableau, comment il est rangé. Tout le monde a déjà vu ce tableau? Bon. Ce tableau, il est rangé, disons, alors pour vous, de la droite vers la gauche, des éléments les plus légers, l'hydrogène, aux éléments les plus lourds. Par exemple, le plomb, l'uranium, que sais-je. Il y a à peu près dans la nature 94 ou 92, je ne sais jamais, éléments naturels. On est capable d'en synthétiser d'autres, jusqu'à 3500 différents, mais peu importe. Ça, c'est la base de toute la chimie que vous connaissez. D'accord ? Mais vous voyez bien que je n'ai pas fait l'hydrogène et puis je n'ai pas fait une ligne de 92 petits carrés, mais en fait, j'ai fait un machin qui revient en permanence de façon périodique. Périodique parce que M. Mendeleïev s'est aperçu qu'il y avait des comportements chimiques analogues. Par exemple, si je prends la ligne violette qu'on voit le mieux, celle vers la droite, vers la gauche, merci, dans lequel vous pouvez voir le fluor, le chlore, le brome, l'iode et je ne sais pas quoi, eh bien en fait, si on remplace le fluor par le chlore, par le brome, on obtient des résultats plus ou moins analogues en chimie. C'est-à-dire que ce qui définit cette table-là, c'est l'agencement des électrons autour du noyau. Donc, ce monsieur Mendeleïev, il a mis en fait en place une démarche scientifique qui est toujours utilisée aujourd'hui. Quand on a un problème, on commence par classer ce qu'on observe, puis ensuite on regarde s'il n'y a pas des symétries. Je reviendrai là-dessus après. Et puis avec ces symétries, on en déduit quelque chose. Quand il a écrit sa première table, il s'avère qu'il y avait des trous dans sa table. Et il y avait pas de scandium, pas de gallium et pas de germanium. Et que de son vivant, les gens ont été voir les configurations atomiques et ils ont trouvé ces 3 éléments. Donc, on part d'une classification avec quelques éléments, on comprend une symétrie, là, à une certaine période, on trouve des trous dans la raquette et on dit, ben, si mon hypothèse est juste, on doit trouver ça, et c'est ce qui s'est passé. Ce que je viens de vous dire là, je vais le reproduire tout le temps dans la suite de ce que je vais vous raconter sur des particules un peu plus fondamentales. L'histoire ne dit pas qu'en fait Mendeleïev jouait à Tetris et qu'en fait il a trouvé sa table. Bon, ça c'est pareil, il ne faut pas que ce soit filmé, il faudra couper. Bon, alors les atomes, je reprends ma molécule d'eau. Donc ma molécule d'eau, elle est faite d'un noyau et d'électrons. Donc par exemple, l'hydrogène est fait, le noyau, c'est un proton. Mais en fait, quand on regarde toute cette table, si je prends l'oxygène qui est dessiné ici, l'oxygène est constitué de 8 protons. 8 électrons, ça fait plus, moins, ça s'équilibre. Donc les charges électriques, la matière est neutre. Ouf, je ne prends pas une châtaigne à chaque fois que je touche quelque chose. Et puis il y a 8 neutrons qui traînent dans le noyau également. Donc en fait, la totalité de ce que vous voyez sous vos yeux, la table de Mendeleïev, c'est principalement des protons et des neutrons. Et donc, les gens pensaient, je fais une petite parenthèse en grec, atome, ça veut dire insécable. Donc les Grecs, ils n'avaient pas les moyens qu'on a.
il y a 3000 ans ou 3500 ans, je ne sais pas. Et donc, il était naturel qu'il pensait qu'à un moment donné, à force de couper en rondelles les choses, on tombait sur un bidule qui était insécable. Au XIXe siècle, les gens, quand ils sont tombés sur les atomes, ils ont fini par dire, bah voilà, on a des particules élémentaires que nous allons appeler insécables atomes. Sauf que les gens ont continué à regarder de façon de plus en plus précise. Alors on ne regarde plus avec des microscopes parce que la longueur d'onde de la lumière visible, elle est trop grande par rapport aux objets qu'on regarde, et donc on ne les voit pas bien, donc on utilise des détecteurs. Et on utilise les traces de ces détecteurs pour comprendre. Mais toujours est-il qu'en regardant de près, on s'est aperçu que les protons et les neutrons n'étaient pas plus élémentaires que les atomes, et qu'ils étaient constitués d'objets. Alors ces objets, ils s'appellent des quarks. Donc à partir de 2 quarks, je peux construire un proton ou un neutron. Alors le proton, il a une charge 1, opposé à l'électron qui a une charge moins 1, et le neutron, il a une charge 0. Alors à partir des 2 objets, il y en a un qui a une charge fractionnaire de plus 2 tiers, et l'autre une charge fractionnaire de moins 1 tiers. Vous voyez que si je prends 2 quarks up et 1 quark down, je fais 2 tiers plus 2 tiers, 4 tiers, moins 1 tiers, 1. Si maintenant je prends 2 quarks down, moins 1 tiers, ça me fait moins 2 tiers, et je rajoute un quark up, ça fait plus 2 tiers, moins 2 tiers, ça fait 0. Donc à partir de 2 objets, alors je vais peut dire plus petit, mais ça n'a plus tellement de sens à ce niveau-là, mais en tout cas, la structure interne du proton et du neutron est faite d'objets encore plus élémentaires qu'eux-mêmes. Alors en fait, quand on regarde bien, il se trouve qu'il n'y a pas que 2 quarks, mais il y en a plutôt 6. Ils sont plus lourds, ils ont des caractères spécifiques, ils sont plus lourds, donc ils se désintègrent mollement dans le quark up et le quark down. Et puis dans ce dessin, je vous ai fait en bleu clair, vous avez l'électron en bas à gauche, et puis vous voyez qu'il y a d'autres objets, le muon, le tau, qui sont un peu plus lourds, qui se désintègrent en électrons. Et puis il y a des petits neutres, on appelle ça des neutrinos, ça vient de l'italien. J'en dirai un mot à la fin, parce que quelque part, ils ont une responsabilité dans notre mécompréhension de la nature. Donc je vous résume, à partir des molécules, on fait les atomes, puis ensuite on suit les poupées russes, et on finit par tomber sur des quarks. Alors j'ai mis des distances ici, inférieures à 10-18 mètres. Est-ce que ça a un sens? C'est pas sûr, mais disons que c'est pour se donner une idée. En fait, ces objets sont des particules élémentaires. Ces particules élémentaires, ces quarks ou l'électron, leur dimension n'a pas tellement de sens. Ils ont des caractéristiques qui sont définies par ce qu'on appelle des fonctions d'onde, des nombres quantiques. Et ça, on peut mesurer ces choses-là. On a une théorie, et donc on peut en déduire un certain nombre de choses. Alors, tout ça pour résumer que vous avez les atomes, disons, au début du siècle dernier, les gens ont commencé à creuser, et puis on a fini par tomber sur des particules élémentaires. Vous voyez, j'en ai 12, j'ai les 6 quarks et 6 leptons. Et donc, vous avez 2 catégories de gens. Les chimistes, qui sont des gens travailleurs et qui apprennent 90 objets, qui font de la chimie compliquée, et les physiciens qui apprennent 12 objets, et c'est beaucoup plus simple. Donc, si vous avez des enfants, des petits-enfants, conseillez-leur la physique. Enfin, de mon point de vue. S'ils sont un peu paresseux, c'est mieux. Maintenant que je vous ai défini la matière, ben voilà, je change la charge, d'accord, en particulier la charge électrique par exemple, et j'obtiens de l'antimatière. J'ai changé les couleurs pour essayer de faire joli. Donc vous avez des électrons en bleu, des anti-électrons, des quarks, des antiquarks. Et donc, comme j'ai construit à partir de ces 12 éléments la totalité de la matière connue à travers la table de Mendeleïev, je devrais être capable de construire la totalité d'une table anti-Mendeleïev. A priori, on sait partiellement faire ce genre de choses. Et c'est ce qu'on appelle la symétrie de charge. Alors, je vous ai un peu escroqué, on pourra en discuter après. Donc, je n'ai pas mis la symétrie de charge électrique, E+, E-. Vous voyez, c'est une charge électrique. En fait, on a 3 interactions, je vais en venir, on a 4 interactions, mais je vais vous parler des 3 principales atomiques. Et il y a autant de charges qu'il y a d'interactions. Il y a des charges électriques, des charges de couleur, peu importe. Et disons, quand on change la charge, on ne change pas seulement la charge électrique. Alors, juste 2 slides sur les forces. Alors, je vous ai décrit la matière. En fait, la matière, c'est ce que vous pouvez imaginer comme étant des briques élémentaires pour constituer, vous, moi, les étoiles. Mais quand on a des briques, si on veut construire un mur, il faut du ciment. Sinon, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on appelle les forces, alors en physique, on dit plutôt interactions. Ces interactions, ça permet, à partir des briques élémentaires plus des interactions, de constituer la vraie matière.
D'accord ? Pareil, tout ça a été construit grâce à la réflexion sur les symétries existantes. Je vais faire une petite liste de symétries et puis on pourra en discuter, mais je voudrais juste finir sur les forces. Donc, on a identifié 4 forces fondamentales. Alors, vous pourriez me dire, mais ça se trouve, il y en a 5, peut-être 6. Alors, peut-être que la 5e est annihilée par la 6, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Bon. On en a trouvé 4. Il se trouve qu'avec 4, on décrit beaucoup de choses. Et donc, je vous fais une rapide liste. Alors, l'électromagnétisme, vous connaissez tous, hein, sinon il n'y aurait pas de télévision, pas de lumière, lumière, électricité. Ça, c'est l'électromagnétisme. L'interaction faible, c'est facile, c'est l'uranium se désintègre grâce au mécanisme d'interaction faible. Il y a l'interaction forte, moins connue, mais tout à l'heure, je vous ai parlé du noyau d'oxygène qui contient 8 protons. 8 protons, 8 neutrons, mais si je mets 8 protons, je mets 8 charges positives ensemble, et si vous vous souvenez bien, des charges de même signe se repoussent en électromagnétique. Donc, ce n'est pas possible. Normalement, il n'y aurait aucun atome qui existait s'il n'y avait que l'électromagnétisme. Mais il se trouve qu'il y a l'interaction forte, qui est beaucoup plus forte, 100 fois plus forte pour être exact, qui maintient la cohésion du noyau. Là-dedans, tout ça est entouré en jaune parce que la description de ces 3 forces fondamentales est faite grâce à des théories quantiques. Et on a une 4e interaction, la gravitation, c'est la plus connue. Hein. Je vous ai parlé de l'histoire de l'univers à travers la relativité générale d'Einstein, mais il se trouve que cette théorie est classique et qu'on ne sait pas la quantifier. Donc les gens travaillent là-dessus. Mais pour l'instant, on a 2 cadres, disons la mécanique quantique d'un côté, la relativité générale de l'autre, et que ces 2 choses n'ont pas tendance à se parler beaucoup, mais les gens essayent de comprendre tout ça un petit peu mieux. Un mot sur les symétries. J'ai combien de temps encore ? Merde. C'est important parce que ça c'est ma vie. Enfin, c'est ce sur quoi je travaille. Vous voyez Samuel L. Jackson d'un côté et Samuel D. Jackson de l'autre. En fait, L, c'est pour lévogir et D pour dextrogir. L, c'est Pasteur qui s'est aperçu que des hélices pouvaient, dans différentes molécules, avoir une orientation. En fait, c'est l'orientation des miroirs. Donc, par exemple, quand j'ai ma main droite et que je la regarde dans un miroir, je vois une main gauche. Donc, il y a des symétries fondamentales qu'on a étudiées. Alors, juste une remarque sur cette dame-là, Amy Noether. Elle a travaillé avec Albert Einstein entre 1915 et 1918 sur la relativité générale. Et Albert Einstein, ainsi que tous les gens qui ont travaillé avec elle, considèrent que c'est probablement la personne la plus intelligente que l'humanité ait portée. Et elle a démontré quelque chose de fondamental. Elle a démontré qu'à toute symétrie continue correspond une loi de conservation. Alors je vais vous en parler rapidement, et puis je jure que je termine après. Les symétries qui ont été identifiées, il y a 2 types de symétries. Les symétries continues, par exemple, si je fais une mesure ici, puis je fais une translation, et puis je fais la même mesure là, je vais trouver le même résultat. Donc en fait, ça, c'est directement lié au théorème de Noether. J'ai quelque chose de continu, translation le long d'un axe, et puis ça correspond à une conservation. Il se trouve que la conservation, c'est l'impulsion. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que sur le net, souvent, on voit des vidéos dans lesquelles les gens réussissent à faire de l'énergie for free en faisant tourner des moteurs sans fin, en disant qu'ils ont trouvé un mécanisme fondamental. C'est totalement impossible. Parce que de la même manière que je me suis translaté de A à B, je peux faire une mesure maintenant, la faire dans 1 an, ou regarder ce qui a été fait il y a 100 ans, je vais trouver le même résultat. Et en fait, cette translation dans le temps impose la conservation d'énergie. Donc ce n'est pas la peine, on ne peut pas sortir de la conservation d'énergie. Toujours est-il que ça, c'est les transformations continues. Il existe des transformations discrètes. On a parlé de la charge, on a parlé de la parité, et puis je peux changer dans les équations le temps en moins de temps. Et il se trouve que c'est... Pardon, j'ai fini. Que ces symétries correspondent à un théorème qu'on appelle CPT, et que si on prend n'importe quelle mesure physique, on applique les 3 symétries que je viens de nommer, la charge, la parité, le temps, CPT, je vais retrouver un nouveau système physique qui est totalement indiscernable du précédent. C'est-à-dire que CPT est une symétrie exacte. Elle est parfaite pour l'électromagnétisme, elle est parfaite pour l'interaction forte, et elle a une conséquence, 2 conséquences simples, c'est que toutes les particules ont la même masse que les antiparticules, et qu'elles ont la même durée de vie également. Donc ça, on peut le mesurer. Alors je vous ai pris des petits exemples. Vous voyez que les mesures de différence de masse et de différence de temps de vie
c'est 10-19 ou 10-18. Vous voyez qu'on ne peut pas mesurer 0. Mais en tout cas, dans la mesure de nos moyens, on sait que le théorème CPT est conservé. Tout ça pour dire qu'il y a une dame, une chinoise américaine, Madame Wu, qui dans les années 60, en 57, suivant les conseils de M. Li et Yang, chinois-américains, a fait un test et s'est aperçu qu'il y avait une interaction faible, qui ne respectait pas le théorème CPT. Et en particulier, il violait la parité, il violait la charge, et il ne respectait pas la combinaison de C et P. Il se trouve que mathématiquement, quand on ne respecte pas ces trois symétries, parité, charge et le produit parité-charge, eh bien, ça crée une asymétrie dans la matière et dans l'antimatière. Et donc, pour terminer sur la matière et l'antimatière, il se trouve que quand on les met ensemble, on produit de l'énergie. Il y a un truc bizarre, on n'observe pas de matière dans la galaxie d'antimatière. Quand on récupère l'énergie, on va récupérer de la matière et de l'antimatière, mais à cause du fait que l'interaction faible ne respecte pas les symétries de parité, de charge et le produit des deux, on va trouver plus de matière. Donc, mathématiquement, théoriquement, on comprend pourquoi à un moment donné dans l'histoire de l'univers, il y avait autant de matière et d'antimatière. Comme l'univers était petit et dense, tout ça s'est transformé en énergie. À ce moment-là, on a récupéré de la matière et de l'antimatière, mais un tout petit peu plus de matière. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est fait de matière et qu'on ne trouve nulle part de l'antimatière dans l'univers. Donc, on est plutôt content. Théoriquement, on a une bonne solution. Le seul problème, c'est quand on mesure tout ça, il nous manque 9 ordres de grandeur. Il y a beaucoup de taux, pas assez d'antimatière dans l'univers pour expliquer ce mécanisme. Donc, il y a d'autres choses. Je dirai un mot tout à l'heure sur le fait que l'antimatière semble tomber dans un champ de gravitation, mais je termine par ça, c'est très important. Donc, depuis Joliot-Curie, on a un tas de produits radioactifs qui produisent des positrons, qui produisent des anti-électrons de l'antimatière. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de truc? On l'accroche à du sucre, du glucose. Par exemple, une tumeur cancéreuse, c'est un machin qui consomme à donf du sucre. Donc, on injecte ce petit système dans le corps humain. Le sucre, il finit là où il y a la tumeur cancéreuse. Et accroché à lui, il y a un petit élément qui est radioactif et qui produit un anti-électron. Cet anti-électron, il est dans de la matière, donc il va forcément croiser un électron à un moment donné. Donc il va donner de l'énergie. En l'occurrence, il va donner 2 photons qu'on va pouvoir mesurer. Et ces 2 photons vont permettre de faire le petit dessin. Donc on utilise en permanence des traceurs d'antimatière pour pouvoir faire principalement ce qu'on appelle la TEP, c'est-à-dire la tomographie électron-positron. Et ça permet de trouver un tas. Et j'ai fini. Laurent, Désolé. merci beaucoup. On peut vous applaudir bien fort. Je suis vraiment navré, il a fallu vous interrompre, vous êtes intéressable, rassurez-vous. Le menu était copieux, mais vous avez rendu ça particulièrement digeste, donc bravo. On manque un tout petit peu de temps, on a peut-être le temps pour 1 ou 2 questions dans le public. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a une question à poser à Laurent? Une question, juste là. Bonjour, une question de néophyte. On a une petite idée des limites de l'infiniment grand. Est-ce qu'on a une petite idée des limites de l'infiniment petit au-delà des quarks? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, tout ce que je raconte, ça n'a de sens que jusqu'au mur de Planck. Donc, en fait, vous avez peut-être entendu parler de la relation d'indétermination d'Heisenberg. En général, les gens disent incertitude, mais ce n'est pas très juste. Indétermination. En fait, on ne peut pas connaître la position et la vitesse d'un objet quantique en même temps. Et donc ça nous donne des limites. Et alors ça me donne par exemple 10-35 secondes, 10-42 mètres. Ça veut dire qu'à un moment donné dans l'histoire de l'univers, toute la physique que j'ai essayé de vous vendre comme un marchand de tapis, elle n'a plus aucun sens. Et alors, donc on a une idée de l'infiniment petit. L'infiniment grand, c'est simple, c'est le rayon de l'univers. L'infiniment grand, le rayon de l'univers, en 13,8 milliards d'années, du fait que l'univers est en expansion, il fait aujourd'hui un diamètre de l'ordre de 93 milliards d'années-lumière.
Et donc on ne peut pas voir plus loin, c'est la limite observable. Donc les plus grandes distances, c'est disons 93 milliards d'années-lumière. Alors vous multipliez par le temps que la lumière met à faire en une année un nombre de mètres, ce qui fait les grosses distances. Et puis l'infiniment petit, on s'arrête à 10-42 mètres à la louche. Est-ce qu'il y a une autre question pour Laurent? Une dernière, ce sera la dernière pour le jeune homme ici. Et merci beaucoup. Et du coup, je voulais juste savoir qu'est-ce qu'il passe, parce qu'il me manque un point dans tout ça. Qu'est-ce qu'il passe si on croise la fraise et l'antifraise? Si on les met ensemble, il y a de l'énergie, ça a gelé, mais du coup, les deux disparaissent. Les deux disparaissent parce que tu as transformé, tu suis l'équation d'Einstein, donc on oublie C, donc c'est l'énergie égale la masse, la matière. Donc j'amène de la matière et de l'antimatière, j'obtiens de l'énergie, c'est instantané, 10-20 secondes, 10-24 secondes, et immédiatement de cette énergie, je vais recréer de la masse, j'ai de l'énergie, E égale M, je vais recréer de la masse et de la matière, et là par contre c'est le hasard, et donc je vais créer des pommes, des antipommes, des bananes, des antibananes. Alors dans les faits, on fait électron, anti-électron, électron, positron, on obtient de l'énergie, et puis on obtient d'autres particules élémentaires qu'on peut mesurer dans les accélérateurs, au CERN par exemple, et avec ça, on essaye de comprendre ce qui a pu se passer dans l'histoire de l'univers. L'image que je vous ai montrée du cosmique, du rayonnement diffus cosmologique, ça date 380 000 ans après le Big Bang. Donc un astrophysicien peut difficilement aller au-delà, puisque après c'est opaque. On n'a aucune information. Par contre, sur accélérateur, on peut reproduire des températures qui ont eu lieu pendant l'histoire de l'univers jusqu'à 10-12 secondes. Donc au CERN, avec le LHC, on fait proton-proton. Ça me fait une température à mourir, enfin l'équivalent d'une température. Et ça me permet de produire un tas d'objets qui ont pu exister au moment du 10-12 secondes après le Big Bang, et donc de comprendre un peu cette histoire de l'univers plus précisément. Merci beaucoup, Laurent. Je suis vraiment navré. J'aurais aimé vous poser beaucoup de questions. Malheureusement, c'est pas possible. Un grand merci. En tout cas, on peut vous applaudir une nouvelle fois. Vraiment, c'était génial. Oh, mais aucun problème. C'était passionnant. Un grand merci à vous, naturellement. Un grand merci aussi à tous nos invités qui nous ont accompagnés tout au long de la journée. Je profite des quelques secondes qui me restent pour remercier aussi les organisateurs de ce bel événement, tous les partenaires de cet événement. Donc, on a parlé du CEA, naturellement, mais il y a aussi le CNRS, Univers Sciences, l'Académie des Sciences, et j'en oublie. Merci à tous, puisque sans eux, tout simplement, il n'y a pas d'événement. Ce serait quand même fort dommage, parce que, mine de rien, grimper sur les épaules des géants, c'est pas facile, mais la vue y est imprenable. Je suis très fier de cette phrase pour finir. Merci à tous. Elle est bien.